Salut à tous, c'est Bismart. Alors, dernière émission de la saison, en ce qui me concerne. Aurélie Planec sera là demain. Après, on marque une petite pause et puis on se retrouve ensemble le 4 janvier. Alors, pour le coup, c'est génial parce qu'on va démarrer avec une de ces entreprises que j'adore. Parce que bon, ça fait un moment que je tourne quand même. Et donc, j'en ai vu naître, là maintenant, qui arrive en pleine puissance. Je vais vous le dire tout à fait entre nous. Je l'avais accueilli avec énormément de bienveillance, Cyril Chiche, Lydia. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça marchera jamais. Voilà. Aujourd'hui, c'est sans doute la fintech la plus puissante de France. Donc j'aime bien, moi, de temps en temps. Voilà. Mais pour l'ensemble des entrepreneurs, n'écoutez jamais ceux qui vous disent « Oh, t'es sûr de ton truc, là? Ça me semble assez chaud. » Vous avez en vous tous les moteurs nécessaires pour faire triompher votre idée. Voilà. Donc on va raconter ça, on va parler du nouveau travail, on va parler de la gestion de crise, on va parler du monde d'après. Enfin bref, dernière émission de la saison, quoi. C'est parti, c'est Bismart. Ben oui, Cyril Chiche, donc avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, Cyril, au tout début de Lydia. C'est exactement, vraiment tout début. Vraiment au tout début. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, les gars, sur leur smartphone, qui vont payer ensemble la consommation du café. Au départ, c'était ça que tu vendais. Ouais, c'est ça. Ils vont payer ensemble. C'était même pas encore les échanges. Si je suis sûr, c'était pas encore un gars paye tout, et puis ensuite, chacun se refile, on se partage, etc. et tout. Non, c'était... Bon voilà, mais tu avais un moteur interne qui te disait, c'est là. Alors, la super application, qu'est-ce que tu appelles super application, Cyril? Alors, les super applications, ou super apps, c'est ces apps qu'on voit émerger, notamment en Asie, beaucoup aux États-Unis, qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé, et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs. Et ça, c'est typiquement les exemples de WeChat Pay en Chine, avec une application qui, au cœur, c'est du paiement, mais autour, il y a tous les services financiers du quotidien. Et donc, toi, pour moi, c'est le chiffre le plus impressionnant, là, de Lydia, la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que tu as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Voilà. On a rajouté à notre tour, qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Donc voilà. C'est une belle manière de finir l'année, quoi. La fintech française la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. Oui, 30% des 18-30 ans utilisent Lydia, donc ça veut dire s'échangent de l'argent entre eux à travers ton application. Et ça, et de plus en plus, finalement, font tous leurs paiements du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux, payent dans les commerces, payent en ligne, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux comprendre, ces gamins-là sont rentrés à un moment dans un magasin, ont pris leur portable, ont dit au commerçant « je peux vous payer avec Lydia ». Le commerçant a dit non, alors je ressors. Comment ça se passe? Non, c'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile, avec des cartes Lydia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. D'accord. Mais il faut quand même que le commerçant il soit équipé de l'ensemble de ces trucs-là. C'est pas encore le truc que je peux poser sur le terminal de carte bleue. C'est exactement ça. Tu le poses sur le terminal de carte bleue et le commerçant a vraiment rien à faire à part accepter la carte bancaire. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là, qui dans les banques représentent des parts vraiment microscopiques des usages, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Ouais. Chez Lydia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature des usages et les gens qui... Les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez Lydia, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des gens qui viennent pour payer avec leur mobile. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça la transformation. Mais alors je vous appelais ça l'attraction, c'est exponentiel. C'est-à-dire ce qui est très marrant, c'est vous préparez une interview de Cyril Chiche et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a 1 an, et vous voyez qu'il vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs, 3 millions et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. En octobre, absolument. En octobre. Et donc, mais c'est viral, sans marketing. Oui, absolument. C'est du pur effet de réseau. C'est du pur effet de réseau. Bon, l'une de mes obsessions, pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril? Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour eux. Pour 3 raisons. D'abord, ils ont tout un tas de métiers. Et nous, on a beaucoup moins de métiers. Et faisant tout un tas de métiers, ils ont des forces contraires qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. Ça, c'est 1. 2, ils ont un passif technologique, un passif organisationnel
qui fait que quand nous, qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit, bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, on va faire un programme pour réécrire complètement Lydia, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique. Dans les banques, on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. Et donc, tu as fait ça, toi, en 2018 ? Et on vient de le terminer maintenant. Et donc ça, c'est évidemment des choses qui pèsent après, parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être très innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça ne marche pas bien. Et enfin, il faut dire aussi que elles sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas non plus une incentive vraiment très, très, très forte à changer. Si nous, on ne fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles font rien du tout d'incroyable, elles existent quand même. Et elles non, Cyril, non. Pour l'instant. Tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue à fonctionner. En tout cas, ils réfléchissent. Je peux te dire que... Ça n'empêche pas d'y réfléchir. Je connais les patrons de banque, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils ne réfléchissent pas sur ça tourne, on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur il y a des voies d'eau partout, c'est en train de se barrer de partout, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous vider. Il y a ça aussi, mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que, tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque, quoi. Ouais. Un compte chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà, et ça dit du reste. Hein. Ah, mais c'est fou. Ça dit du reste. Et que tu peux pas encore... Mais en même temps, c'est le faisceau de contraintes, de Absolument. réglementation dans lequel elles sont, qui font par exemple que tu peux pas encore prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà, ce qui est possible par exemple aux États-Unis. Tu es contre les banques ou avec les banques, toi ? Tu es un allié ou un adversaire ? Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un collègue des banques. Et on travaille très bien avec les banques. On a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrents, clairement. Et donc, finalement, on est comme les banques entre elles, quoi. Ce sujet des paiements, aujourd'hui, il est en train de devenir central. On a suivi plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, Ant Financial, donc la grande filiale de paiement d'Alibaba, dont l'introduction en bourse devait être la plus importante de l'année, finalement stoppée par le Parti communiste chinois dans des éléments qui restent assez obscurs quand même d'ailleurs. Hein. On se demande si c'est pour taper sur Jack Ma et sur Alibaba, ou c'est parce qu'en fait le bilan d'Ant Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir. Je laisse ça de côté. Toi, en quoi est-ce que tu vas aujourd'hui aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller vers une norme commune, un système de paiement commun. Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans ? Alors, il faut savoir que nous, on utilise les rails de paiement qui existent. On n'a pas fabriqué des nouveaux rails de paiement. Ouais. Donc, quels que soient les nouveaux rails... Oui, sauf que tu prends un peu de valeur à un endroit, forcément. Absolument. Mais s'ils sont plus performants, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord. Nous, notre travail, il est finalement non pas sur les rails, non pas sur la tuyauterie, comme on dirait, mais plutôt sur la partie interface. Et comment on rend l'expérience extrêmement fluide, extrêmement sécurisée et 100% mobile. C'est ça notre travail, c'est ça qui a toujours fait la force de Lydia. On est concentré seulement sur cette partie-là. Et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Ouais. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de Lydia. PayPal de la nouvelle génération mobile, hein, j'ai lu ça, c'est une de tes ambitions. Il y a un jeune, alors il est plus jeune que toi, start-upper dans l'assurance qui est venu me voir et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit, tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne, etc. Et puis de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risques, voilà, qui sont des métiers que ça on ne fera pas, lui il est assureur, là. Tu vois les choses comme ça aussi, c'est-à-dire toute la partie commerciale, contact client des banques, est-ce qu'elle existera encore dans 10 ans ou est-ce qu'elle sera complètement captée par des entreprises comme la tienne ? Je ne pense pas qu'elle va disparaître. Mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche d'expérience et de relations clients. Et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, c'est pour nous fournir des outils, des tuyaux, des produits. Les capitaux, la réassurance, la compliance, tout ça. Et donc, finalement, ça reste tout ce de la qui finance. est le bilan, quoi. Voilà. Exactement. Et sur le bilan, tu ne peux pas te battre contre les banques. Non. Mais sur l'expérience client, alors là, franchement, il y a une vraie opportunité. Et je crois que les 4,3 millions d'utilisateurs de Lydia sont tous bancarisés.
Et donc, oui, c'est ça. Ils sont tous bancarisés. Ouais, Voilà. absolument. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour toutes leurs dépenses. Donc, échange d'argent, etc., système de paiement et tout, du crédit. Du crédit, de l'assurance. Du crédit, donc avec alors l'ancienne Prêt d'Union, que j'ai vu grandir comme toi aussi, qui s'appelle United maintenant. Absolument. Voilà, c'est ça. Et aussi avec l'ancienne banque Casino qui s'appelle maintenant Floa. Tout le monde a un nouveau. Et donc c'est du crédit à la consommation, que du crédit à la consommation. Oui, absolument. Que du crédit à la consommation. Avec des montants limités ou. Alors jusqu'à 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. Mais on commence. Voilà, c'est ça. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour, j'achète une voiture avec Lydia Pourquoi pas? Et un appartement avec Lydia? Un peu plus, dans un peu plus longtemps. Dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Ouais. Donc, le quotidien, c'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. Non. Mais voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup plus que ça. Donc, Quand je te dis, tu prends un peu de valeur, qui paye dans ton histoire? alors, on a plusieurs sources de revenus. Et donc, suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia. Et là, comme tout émetteur de carte, on reçoit une partie de la transaction, l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, pour pouvoir utiliser Lydia de manière très intensive ou avec des services premium, Lydia Bleu, Lydia Noir. Et là, c'est l'utilisateur qui paye. Et enfin, on a une troisième source de revenus qui sont des services qu'on distribue via la section qui s'appelle Le Marché, une marketplace dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même d'abonnement à des opérateurs d'électricité verte. Et là, clairement, celui qui paye, c'est le fournisseur du service qui nous verse un revenu de distribution. Tu es quasiment une marketplace de services alors à ce moment-là. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On a des services de paiement qui sont au cœur de Lydia. C'est ça les fameuses super apps. Hein. Au cœur, un service, donc compte courant paiement, fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence. Et autour, des services périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. T'es 18-30 ans, on dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité. Il y a des 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui acceptent de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, plus intense. Chez Lydia, on a une règle, c'est qu'en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la question, on a évidemment une grande partie de gens qui, au-dessus de 25 ans, sont OK de payer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans? Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est une Taux de dynamique, conversion de dingue. une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on ne peut plus retourner en arrière. C'est-à-dire, une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je ne vais pas, parce que j'ai 25 ans, te faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Enfin, ça y est, c'est saugrenu, quoi. C'est plus possible. Et donc, c'est aussi une question d'éducation. Et donc, on a investi dans l'éducation. Et juste pour finir, j'ai lu cette phrase que j'ai adorée. Donc, avec ces 112 millions d'euros, là, tu vas surinvestir. Donc, on est sur des super applications. Tout est super, tout est extra strength. Et tu vas surinvestir dans le service client. Et oui, parce que le service client, c'est le grand parent pauvre des services financiers. J'imagine que... J'ai l'impression qu'ils se sont transformés, moi, quand même. Moi qui suis vieux, si tu veux. J'ai quand même vécu une transformation de dingue. Écoute, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand je lis des emails de ma banque, régulièrement on me dit « votre conseiller a changé ». Mais comme j'avais déjà jamais vu celui d'avant, on va pas se mentir que je suis content qu'il ait changé, mais c'est pas... J'espère que tout va bien pour lui. C'est ouais. ça, je lui souhaite une belle continuation de carrière, mais tu vois, il n'y a plus vraiment cette relation-là, et souvent, du coup, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne peut pas être bien suivi, on ne peut pas être bien encadré. Et tu vois, ce qui a fait la vraiment grande puissance des grandes plateformes numériques, des gens comme Amazon, bien sûr que c'est la logistique, mais c'est aussi un service client incroyable. Un service client que tu peux appeler à 2h du matin et dire « je n'ai pas reçu mon colis », qui va te dire « ok, voilà, on va vous rembourser, on va vous renvoyer un », et 2 minutes après, c'est réglé. Et ça n'existe pas dans les services financiers, ça n'existe plus. Alors, 2h du matin, ça n'a jamais existé, mais après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister dans les services financiers? Ce qu'on est en train de faire avec Lydia, c'est, tu l'as dit, hein, c'est la partie relation client, c'est la partie visible du client, de la banque. Et donc, il faut qu'on la mette au même niveau que ces grandes plateformes mondiales du numérique.
cette grande idée que, a priori, le client a raison quand il appelle pour dire que ça ne marche pas. Bien sûr. Toutes les banques pensent qu'a priori, quand même, on a d'abord tort. Non, mais c'est vrai, sur ce point-là, c'est vrai. Et que le support client est un centre de coût. Et que le support client est un centre de coût. Merci Cyril. Merci Stéphane. Bon vent. Et bonne fête. Cyril Gillet, absolument, meilleurs vœux. Donc le cofondateur de Lydia a été notre premier invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Vous nous avez apporté les graphes dont vous avez le secret. J'envie le talent PowerPoint de Denis Ferrand. Tu l'as fait toi-même Denis La plupart, oui. Oh là 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 là. Oui, mais en fait, tu es obligé d'observer par toi-même. Le graphique, en fait, c'est pas tellement de le montrer, mais c'est surtout de le construire. Mais bien sûr. Mais non, mais puis alors, dans la data, la data visualisation est essentielle à l'utilisation en fait de la data. Bon allez, on perd pas de temps. Je vais te montrer le premier qui m'a intéressé, risque de solvabilité, qui ne s'est pas manifesté en 2020. C'est-à-dire, tu es sur 36% de défaillance en moins en 2020 qu'en 2019. Il va arriver le graphe. Est-ce que ça veut dire, Denis, que ça va venir forcément sur 2021 ou qu'en fait on s'est fait peur pour rien ? Le risque, c'est plutôt la première partie de la réponse, je pense. C'est plutôt que tu as du décalage. Pourquoi est-ce qu'on a fait beaucoup moins de défaillances? On connaît les raisons. C'est les tribunaux de commerce qui ont été fermés pendant le confinement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il n'y avait pas de constatation de difficultés de paiement de la part des entreprises jusqu'au 24 août, avec en plus un délai de 45 jours. Donc, ça ne pouvait pas intervenir avant le 10 octobre. Août, là, oui, mais enfin, normalement, on devrait être dedans, là. On n'est pas dedans. Oui, mais tu as aussi un autre élément, toujours pour rester sur des éléments très, très factuels, c'est que ce sont souvent les URSSAF qui vont assigner aux difficultés, à faire constater des difficultés de paiement. Or, là aussi, elles ont gelé les constatations de difficultés de paiement. Donc, c'est tout un ensemble de circonstances qui fait qu'on a repoussé l'échéance sur les défaillances. Elles sont probablement plus devant nous qu'elles ne se sont d'ores et déjà manifestées. Sauf si tu as prononcé le mot. Sauf si les URSSAF, oui, sauf si le gel devient une annulation. Voilà, tu annules, effectivement. D'ailleurs, ça a déjà été fait pour certains secteurs. Absolument. Et donc, c'est les secteurs les plus concernés, évidemment, par le choc. Donc, on a vu que, OK, on vous a fait un gel de cotisation. Ce gel, désormais, on fait un write-off dessus. C'est quoi? Est-ce qu'à un moment, tu as fait le calcul de ce que ça représenterait si on faisait un write-off sur tout ce qui n'a pas été payé, on va dire, au 31 décembre? C'est quoi, 20, 30, 40 milliards? Ouais, ça a été plutôt 35 milliards à peu près, ce qui a été reporté, sachant que pendant le deuxième confinement, tu as à nouveau des reports. Donc, on a également un peu chargé la barque. Donc, allez, on va peut-être arriver à 45 milliards. De reports de cotisation. Ouais, dans ces 45, tu en as déjà, je crois, environ 5 qui ont été purement et simplement annulés. Je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, tu as quand même encore une masse extrêmement importante qui est en souffrance. Une partie avait été payée pendant l'été, avec l'embellie, et donc là, ce report, il avait été permis. Et puis, il y a quand même un élément qui était très positif aussi, c'est que tu n'as pas eu de contraintes de liquidité sur les entreprises jusqu'à présent. Et donc, elles ont pu utiliser aussi une partie du PGE, par exemple, pour payer des dettes vis-à-vis de la sécurité sociale qu'elles pouvaient avoir. Donc, tu as fait du transfert de bonnes taux, d'une certaine façon. Tout à fait. Mais enfin, ça représente quand même plusieurs dizaines de milliards si jamais à un moment on décide de faire un write-off sur tout ce qui n'a pas été payé sur 2019. Oui. Bon, ce qui nous amène au deuxième de tes graphes, c'est alors ce que tu appelles la déformation du bilan, la structure du bilan. Et là, ce qu'on voit, la ligne rouge qui monte, c'est clairement l'endettement, c'est ça, Denis? Avec un gros point d'interrogation. C'est quoi le point d'interrogation? C'est est-ce que les PGE seront remboursés ou pas? Alors, le point d'interrogation, c'est vraiment l'amplitude du mouvement. En fait, spontanément, c'est ce que l'on a voulu décrire avec la courbe, avec le trait rouge, c'est que spontanément, tu as dans le bilan une envolée de la dette. Le PGE, on va mettre quand même un peu de temps quand même pour le rembourser. Et puis l'autre partie, les fonds propres, qui ne vont pas progresser. Parce que l'essentiel de l'augmentation des fonds propres vient des résultats que vont dégager les entreprises. Ajoute aussi à cela un autre élément, qui est le fait qu'on veut accélérer les dépenses d'investissement. On veut accélérer dans la transition des modes de produire. Or, faire plus d'investissements, changer les techniques de production, faire rendre obsolètes plus rapidement les précédentes installations.
Et donc, une obsolescence accélérée, c'est aussi un coût en capital. Et un coût en capital doit être payé par une baisse de fonds propres. Donc ce sont ces éléments-là qui font que, bien, on envisage qu'on devrait avoir spontanément une déformation de la structure de bilan avec de l'endettement en plus et des fonds propres écornés. Oui, mais et si c'est pour une bonne raison? Parce que ce que tu me décris là, c'est une bonne raison. Oui, tout à fait. C'est une bonne raison, mais encore... Cet investissement, ça veut dire qu'on peut tolérer... Ah, donc c'est bien endettement sur fonds propres. Hein, Oui. On peut tolérer finalement cet endettement sur fonds propres augmenter si jamais on a davantage de rentabilité, davantage de productivité. Tout à fait, exactement. Il faut que tu aies plusieurs de productivité, je suis d'accord, et que ça marche, évidemment. Encore faut-il qu'il y ait aussi les agents qui soient en capacité de payer ce pari, que tu aies véritablement les financeurs qui soient en face, parce que tu es sur des espérances de résultats. Et donc, il va falloir que tu mettes en gros un matching entre... On a une structure de bilan, on peut regarder uniquement les entreprises, mais il faut peut-être regarder la structure de bilan de l'économie nationale. C'est-à-dire que tu vas avoir des agents de plus en plus en besoin de financement, les entreprises, et à côté de ça, des agents qui sont en capacité de financement, les ménages. Donc l'enjeu pour moi fondamental de 2021, c'est de faire se rencontrer des ménages qui ont accumulé beaucoup d'épargne avec des entreprises qui vont avoir des besoins de financement de plus en plus forts. C'est ça l'enjeu. C'est magique, tu nous amènes au troisième graphe. C'est incroyable. On aurait répété ensemble qu'on n'aurait pas fait mieux. Mais attends. D'abord, avant d'aller sur le troisième, qui va évidemment être sur les ménages, il y a là-dedans alors un élément qu'on ne verra pas, mais que tu as en tête qui est très important. Justement, c'est cet investissement. Ouais. C'est-à-dire... C'est quoi? Tu constates qu'en fait, l'investissement est bel et bien reparti, ou en tout cas moins dégradé que ce qu'on pouvait craindre. Écoute, un truc tout bête. OK, la récession, en 2020, elle est 3 fois plus importante qu'en 2009. On va faire moins 9. En 2009, on avait fait moins de 8. L'investissement, sur l'ensemble de l'année 2020, il va faire moins 9, alors qu'il avait fait moins 12 en 2009. Donc on est sur un investissement qui a beaucoup plus résisté aujourd'hui qu'il ne l'avait fait pendant la crise de 2009. Et pour l'année prochaine, quand tu interroges les industriels sur l'anticipation qu'ils ont de leur budget d'investissement, ils te disent ça va pas progresser fortement, mais ça va progresser. Quand on les interrogeait en octobre 2009, ils disaient mais en 2010, moi je fais moins 10 sur mes budgets. Donc on voit qu'il y a un appétit d'investissement qui est fondamental, qui n'est pas pour l'instant contraint sur financement, parce que c'est là aussi la grande différence entre 2009 et aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur une crise financière. On est sur une crise qui est de nature sanitaire, une crise administrée, et non pas une crise de contrainte du crédit, qui était venue bloquer les choix d'investissement des entreprises. Là, les choix d'investissement, enfin les intentions d'investissement sont toujours là, et il n'y a pas pour l'instant de contraintes qui s'exercent du côté du crédit. Denis, c'est super important, parce que ça veut dire que 2009, en fait, c'est bel et bien le système qui avait vacillé. Et donc, tu avais de sérieuses interrogations sur où est-ce qu'on va, quelle est la direction. Là, ça veut dire que globalement, les chefs d'entreprise, les industriels se disent c'est pas le système. Il y a eu une parenthèse de fermeture administrative. Ouais. Et donc, ce que j'avais en tête, il faut même que j'accélère finalement pour le faire. J'ai aucune raison de changer de stratégie. Mais surtout qu'on t'incite à accélérer. En plus, avec le plan de relance, c'est un plan qui vise l'investissement et qui vise la transformation des modes de produire. Tout à fait. Tu as des changements aussi dans les comportements, des changements dans les besoins. C'est ça, et j'ai un cap clair. Le cap clair, c'est transition énergétique pour tout le monde. Voilà. Digitalisation. Ça, tout le monde l'a intégré. Tout le monde l'a intégré. Ouais. Donc j'ai un cap et donc je peux investir. Oui, tout à fait. C'est ça qui est le grand changement et c'est ça qui fait qu'on peut peut-être récupérer beaucoup plus vite que ce que l'on imaginait, parce que là, le choc, c'est vrai qu'il est abyssal. Enfin, moins 9 de PIB, je ne suis pas certain qu'on se rende vraiment bien compte de ce que veut dire moins 9 de PIB. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte parce que c'est pas un vrai moins... Parce que c'est un moins 9 qui n'a pas de sens. Ouais. Oui, il est non, tu comprends, mais tu le sais, c'est même toi qui me l'expliques. C'est-à-dire, c'est pas un moins 9 qui est comparable, en fait, parce que quand je le vois qu'on le compare avec le moins 3, moins 4, c'était combien, moins 3, 2008 Oui, moins 3. En fait, ça n'a rien à voir. C'est une fermeture administrative. Oui, tout à fait. C'était les rouages qui jouaient en 2009 et les rouages qui étaient totalement grippés parce qu'il n'y avait plus aucune confiance entre les acteurs. Pourquoi est-ce que je vais prêter à une entreprise alors que je ne sais même pas si je suis en capacité de rembourser demain les endettements que j'ai effectués? Bon, mais alors, ce qui nous amène à ton troisième graphe, justement. Donc, il faut que l'entreprise rencontre la demande. Alors, soit de son client entreprise dans le B2B, soit à la fin, quand même, on finit sur des consommateurs ou on finit sur des administrations, sur des institutions. Et alors, ce chiffre-là, il est quand même très, très intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que le taux d'épargne était monté en flèche. Ouais. Et là, il s'est effondré. Ah oui, tout à fait, il s'est effondré. On est revenu à...
on n'est pas tout à fait revenu au niveau pré-confinement, mais en tout cas, il a chuté, mais parce que l'épargne, qui était celle du confinement, l'épargne du deuxième trimestre, c'était une épargne qui n'en était pas une. C'était une épargne involontaire, c'était une épargne forcée, liée simplement au fait que tu ne pouvais pas te dépenser. Bon, donc, tu as un effet qui a aspiré à la hausse, comme on a préservé le revenu. Quand même très important. Quand on dit moins 9 de PIB, il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat du revenu des ménages, cette année, ça va être moins 0,2 ou moins 0,3. Voilà, donc, tu vois, tu fais 9 de PIB en moins et tu préserves quasiment l'intégralité du revenu de l'ensemble des ménages. Hein. On parle bien d'une moyenne. Bien sûr. Et on sait très bien qu'à la moyenne, il n'y a personne. Hein. Bien sûr. Bien donc, sûr. Ces précautions mises à part, il faut bien constater que ça t'explique pourquoi tu as une épargne qui est aussi abondante jusqu'à présent. Mais quand même, un point sur ce graphique, c'est que au total, il y a un palier qui a été franchi. Il y a une forme de surplomb d'épargne. Et cette épargne... Donc on regarde, hein, c'est donc le 12, 14, 16, oui, voilà, je pense qu'on le voit bien. Ouais. C'est le pourcentage des revenus qui est épargné. Tout à fait. Voilà. Hein, et donc on était en gros sur une moyenne de 15, moi c'est ce que j'avais en tête, hein, 14, 15, c'est ça, oui. Et là, effectivement, on est quand même à 17, quoi, 16, 17. On est monté à 27 et on est redescendu à 16,5. Ouais. Et puis on va remonter à nouveau avec le deuxième confinement, puisque là aussi, tu as des contraintes sur la dépense. Donc ça va remonter à nouveau. Il faudrait que ça redescende à 14, 15, quoi. Oui, il faudrait que ça redescende idéalement à 14, 15. même, il faudrait que ça redescende à 7, 8, comme le reste de l'Europe. Mais tu vois, en 2010, ça avait mis du temps avant de baisser. En 2010, on était resté sur un plateau pendant quelques temps. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que d'un seul coup, les ménages vont dégeler leur comportement, vont se mettre à consommer? Je ne sais pas. Je pense que les nouvelles sur la pandémie, dès lors que tu vois que... mais face à ça, tu vas avoir la montée du chômage. Oui, tu vas avoir la montée du chômage. C'est pour ça qu'on est dans un moment de bascule où tu as... c'est plus une épargne forcée, c'est une épargne de précaution qui se forme. Une épargne de précaution qui renvoie au fait, mon gamin ne trouve pas de boulot, ou moi-même, je sens mon boulot menacé. Donc, c'est une épargne de crainte par rapport au chômage. Donc, c'est pour ça que spontanément, cette épargne qui a été formée pendant le confinement ne va pas se réinjecter tout de suite dans l'économie. Mais dans ce cas, comment doit-on l'activer ? Est-ce qu'on doit la laisser végéter sur des livrets ou financer du rendement du titre d'État qui en réalité est une taxe parce que tu payes moins 0,4 ? Donc est-ce que franchement c'est ça l'activation la plus pertinente de l'épargne, ou est-ce qu'au contraire on ne peut pas la flécher vers ceux qui ont justement encore de l'appétit, qui ont encore de l'envie de faire de l'investissement? Ça fait 15 ans que j'entends ce discours. La première fois, mais à mon avis il avait été tenu avant, c'était Jacques Chirac. Ça ne nous rajeunit pas. L'idée de flécher l'épargne. Ils sont, alors on dit risque adverse, ils n'aiment pas le risque. Nous, pourquoi ils? Nous ne voulons pas prendre de risque avec cette épargne. Tout à fait. Mais parce que je ne vois pas ce qui pourrait nous pousser à en prendre. Même quand tu dis, mais on te perd de l'argent, 0,4, tu perds 0,4. Et puis, qu'est-ce qu'on a à foutre de perdre 0,4 ? Je suis prêt à le payer. Mais voilà. Ouais. Mais il n'empêche, tu vois, il y a une occasion à saisir. La population est risque adverse, je suis d'accord. Mais elle aime quand même bien le rendement. Franchement, il y a un petit côté harpagon aussi, tu vois. Elle aime quand même bien le rendement. Mais c'est pour ça que, dans ce cas, comment est-ce que l'on met en place des systèmes peut-être de garantie de cette épargne? Après tout, on a bien mis des garanties sur le capital qui était apporté dans l'assurance vie pour financer l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'État prenne en charge une garantie de cette épargne qui serait fléchée vers les fonds propres des entreprises? Et dans ce cas, on rémunère aussi l'État pour cette garantie qu'il prend. À savoir que le gestionnaire de fonds va verser sur les 8, en gros, mettons, parce que le private equity, c'est entre 8 et 10. Mais sur les 8 à 10, tu en mets 2 qui viennent rémunérer la garantie apportée par l'État, tu en as 4 qui vont au ménage, et tu en as 2 qui vont au gestionnaire de fonds. Non, 5 au ménage, 1 au gestionnaire de fonds. Voilà. Digitalisation, agilité. Bon, après, on va voir où on met le curseur. Hein. Non, c'est intéressant. Mais voilà, et ce faisant, tu donnes du rendement, et tu donnes surtout des fonds propres, parce que ce qu'il faudra, c'est saturer les entreprises de fonds propres l'année prochaine. Denis, à l'année prochaine justement. Denis Ferrand était avec nous. On parle du travail tout de suite. Oui, on parle du travail parce que... alors, Marie Vaillant est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Fondatrice de... Comment vous prononcez? Yemania, ça se prononce à la... Perdu, presque. Yemanja. Yemanja. En français. Yemania, ce serait... Brésilien. Non, ou serbo-croate. Voilà. D'accord. Ex-Yougoslave. Donc, je dis nouveau bureau pour nouveau travail. Oui. Il faut qu'on aille assez vite. Donc, cabinet d'architecte, Marie, fondé en 2016, c'est ça? Tout à fait. 120 clients, il y a des jolies boîtes d'ailleurs qu'on connaît bien. Hein, oui. Miro dans la photo, Ubisoft, Media One dans la télé, enfin voilà, etc. C'est quoi le nouveau bureau pour le nouveau travail?
On parle donc post-crise sanitaire de 2020. C'est l'idée. Globalement, c'est ça. Hein. Ok. Moi, j'ai lu un truc dans ce que vous dites, dans ce que vous écrivez. On vient au bureau pour échanger, on reste chez soi pour se concentrer. Oui, en fait, la crise sanitaire de 2020, elle a accéléré quelque chose qui était déjà en place, à savoir le télétravail. Des patrons, peut-être un peu à l'ancienne, qui n'étaient pas forcément convaincus par le télétravail, se sont rendus compte que ça marchait et même que c'était super efficace. Donc, on est full télétravail. Et le confinement a permis ça. Mais maintenant, du coup, le rôle du bureau se repose complètement. Et selon les boîtes, on peut avoir soit des entreprises qui ont absolument besoin que les gens reviennent au bureau parce que c'est trop important pour la créativité, pour les interactions, soit qui ont besoin de organiser le bureau pour qu'il soit très cosy, très accueillant. Et donc, le nouveau bureau, il va être celui qui sert le nouvel mode d'organisation de l'entreprise. Cosy, accueillant, ok, on voit, alors là j'ai pas pu extraire les photos, mais c'est des canapés partout, c'est des fauteuils chouettes, etc. et tout, mais globalement c'est ça, si on dit c'est très important que vous reveniez au bureau pour les interactions, ben, il faut qu'il y ait des lieux pour faciliter ces interactions, voilà ce que tu dis. Hein. En fait, chez soi, on est super bien pour travailler, bon, Enfin, pas tout le monde, oui, non, mais on peut être super bien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas croiser ses collègues à la machine à café. Et donc, le bureau, ça va être le lieu où la culture de l'entreprise vit. En fait, nous, tous nos clients, c'est des gens qui pensent que la culture d'entreprise, c'est un pilier de leur développement. Et nous, dans les bureaux, on fait un berceau de cette culture. Donc, dans le bureau, vous pouvez raconter des histoires, délivrer des messages, rappeler le sens du travail que vous êtes en train de faire. Mais tu sais, cette phrase, Marie, c'est l'échec de tous les architectes qui t'ont précédé. Non, mais cette histoire de machine à café, oui. C'est ahurissant qu'en fait, le seul lieu où il puisse y avoir des échanges un peu libérés dans une entreprise, ce soit la machine à café. Il faut sortir de ça, en fait, c'est ça le truc. Ou la pause clope. Parce que l'aménagement de bureau... Moi qui fume pas, je descendais dehors pour discuter avec les gens parce que c'était le moment de liberté. Bien sûr, mais l'aménagement de bureau, ça a été créé à la base par des agents immobiliers et des entrepreneurs en bâtiment. Donc ils ont pensé financement et technique. Donc ça marche et c'est rationalisé. Nous, on arrive avec une approche complètement humaine. En fait, le retour sur investissement quand on aménage des bureaux, il est humain. Le bureau, il ne marche pas parce que le Wi-Fi est bien ou que les postes de travail sont confortables. Il va marcher bien parce que les humains vont s'y sentir bien, vont avoir envie de venir y bosser, de donner le meilleur d'eux-mêmes, vont trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions. Et le bureau peut faire ça, catalyser la culture. Et alors, peut faire ça, est-ce que derrière, quand... Enfin, il y a une histoire de coût. Est-ce que derrière, ça coûte plus cher d'écouter une architecte comme toi plutôt que de faire... Non, nous on vient de l'univers des startups déjà à la base. Donc, tous nos premiers clients, c'est des startups. Donc, ils savent le prix d'1 euro. Même quand on s'appelle Dataiku, Miro, qu'on a levé beaucoup d'argent, on se souvient la valeur des choses. Et un aménagement de bureau, c'est toujours un gros investissement. Donc, on regarde ça de près. Donc nous, on peut faire quelque chose de très luxe, très design, très personnalisé. C'est ça qui coûte cher en réalité. Mais on peut faire aussi des choses efficaces qui ont du sens. C'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire un berceau de culture dans ce bureau. Avec qui est-ce qu'on discute dans l'organisation, dans l'entreprise, quand il s'agit de faire le bureau ? Nous, on aime beaucoup parler aux ressources humaines. Ouais. Ça dépend des tailles d'entreprise. Alors que normalement, c'est aux services généraux qu'on parle. Oui. Ça aussi, c'est quand même... voilà. Oui. Et parfois, dans des boîtes encore plus structurées, la direction immobilière. Et avant de parler humain, il faut passer quelques étapes. C'est ça qui va changer ? En tout cas, nous, ce qu'on aime, c'est vraiment le plus rapidement possible aller parler aux équipes. C'est-à-dire quand nos concurrents vont poser la question de la catégorie du câblage ou des normes feu des sols qu'on va installer, nous, on va plutôt demander qu'est-ce qu'a fait votre équipe le matin, où est-ce qu'ils aiment se rencontrer, quel type de réunion ils font. Donc oui, nous, on va essayer de passer de la direction immobilière à la direction des ressources humaines. Mais le plus important pour nous, ça va être aussi... le boss, le fondateur, le patron, parce que les bureaux vont refléter l'identité de l'entreprise et l'identité de l'entreprise, elle tient beaucoup à l'identité du patron. Mais là, comme tu le dis, le start-upper, il s'intéressait à ça. Là maintenant, je pense, et on a commencé avec ça, le directeur général, manager de la grande boîte, il n'aura plus le choix s'il veut garder ses talents. C'est pour ça que nous, on est triste bien sûr de cette crise de 2020, mais c'est assez fascinant pour nous parce que effectivement, maintenant, toutes les entreprises vont se poser la question de attends, mes bureaux, j'en fais quoi ? Et qu'est-ce qu'on y raconte ? Et à quoi ça sert de venir au bureau ? Et c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. Et là, on a l'impression que oui, ça va commencer à intéresser de plus en plus de monde.
sais, j'ai vécu une aventure, je le dis très très vite, mais on était dans une start-up et puis on a été racheté par un grand groupe. Et puis tout se passait bien, en fait, globalement, jusqu'au jour où on a déménagé. Ça a été un choc de dingue qui, en fait, a cassé la dynamique. C'est là que j'ai compris l'importance que tu avais. Le déménagement ou le réaménagement, c'est toujours hyper impliquant pour les équipes. Bon, déjà, tout le monde est stressé de savoir où il va s'asseoir à côté de qui. C'est universel. Même les gens les Mais plus justement, cool. c'est ça qui n'existe plus finalement. Oui, On va plus avoir à s'asseoir à côté de quelqu'un parce que... pour les start-upers, c'est évident. Pour les jeunes, mais il y a quand même tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément super jeunes ou qui ne sont pas forcément dans des startups, qui doivent aussi apprendre à le flex office, je parle, mes collègues sont autour de moi, je dois me lever pour m'isoler dans une salle pour passer mon coup de fil. Et ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on doit accompagner les gens. Et nous, on a beaucoup aimé avec les startups, mais pour eux, c'est évident. C'est évident le bien-être des équipes, c'est évident l'ambiance au bureau. Ce qui est sympa, c'est d'aller apporter ça maintenant dans des boîtes plus conventionnelles. Bon, on fera le point dans 6 mois. Hein, on verra. Avec plaisir, voilà. si on a convaincu. On verra si tu as réussi à convaincre des boîtes conventionnelles. Marie Vaillant, donc, fondatrice de Yemanja. Voilà, je vais le dire correctement. Merci beaucoup. Sur BeSmart. Un mot, parce que pour le coup, là, je vais vous donner alors un point de vue d'Erwan Lenohan qu'on avait enregistré il y a quelques semaines. Et puis ensuite, on termine BeSmart. On termine avec celui qui sans doute était... tiens, c'est une des questions que je te poserai d'ailleurs, Vincent. Vincent Balouet, donc spécialiste de la gestion de crise, maîtrise des risques, maîtrise des crises, maîtrisedescrises.com. Mais oui, mais crise. Qu'est-ce que toi tu as appris ? J'ai confirmé plus exactement que l'homme procrastine, fut-il chef d'entreprise, fut-il leader politique. Ça, c'est pas une vraie nouveauté et ça promet pas de choses agréables pour le climat. C'est-à-dire, on va renvoyer à plus tard tout ce qu'il faudrait prendre de manière totalement urgente aujourd'hui. T'as raison, j'y pensais pas, mais t'as raison. Et en matière, donc ça, c'est pas une vraie nouveauté, hein, franchement, on le savait. Et en matière, pour être très honnête, c'est-à-dire que, non mais il faut le répéter, il y avait tout dans les chiffres pour prendre des décisions radicales et utiles, on va dire au mois de février, voire au mois de janvier. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est que d'abord le plan pandémie grippale était sur la table depuis 2006. 14 ans avant quand même. Donc il n'était pas interdit d'aller voir dans les dossiers, de dire que veut dire une pandémie, que veut dire un confinement pour mon entreprise. Ça, c'était dans les dossiers. Bon. Donc, ce n'est pas une affaire d'un mois avant. C'est une affaire de théorie et de dire quels sont les risques qui peuvent affecter mon entreprise, en quoi suis-je concerné et je prends le risque ou pas de ne rien faire. Ouais. Ça, c'est le boulot du chef d'entreprise qui est régalien chez lui, il fait ce qu'il veut. Très bien. Bon, de dire on s'est pris de coup, on s'est retrouvé avec 2/3 des effectifs sans tunnel VPN, sans cybersécurité pour mettre tout le monde à la maison. C'est un petit peu juste pour dire on a pensé à tout. Vincent, on en a déjà parlé. Ouais. Tu ne peux pas imaginer un tel choc. Tu ne peux pas mettre dans un plan un tel choc. Non, on peut pas. Ce qu'on peut pas, c'est ce qui a été vraiment brutal, pour la faire autrement. Ce qui a été vraiment brutal, c'est la décision présidentielle de dire à 48 heures d'écart, attention, et 2 jours plus tard, on confine tout le monde, quoi qu'il en coûte. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est trop facile de dire, c'était dans les radars. Mais au plan théorique, un confinement, on le savait. Ouais. D'accord ? Alors, bien entendu, on pouvait penser qu'il arrive plus lentement. Ebola, on va prendre une autre grippe, une autre pandémie, ouais. Ebola. Supposons que le truc africain soit arrivé chez nous, c'est une maladie qui est beaucoup plus méchante que la nôtre, ouais. Beaucoup plus méchante. Là, attention, ça fait vraiment peur, ça. Là. Et elle serait arrivée plus lentement. On serait allé vers un confinement beaucoup plus sévère, mais sans doute en 1, 2, 3, 4 semaines et pas d'un trait d'un seul. Voilà. Donc le côté confinement et la préparation de l'entreprise au confinement, on l'avait. Ce qu'on n'avait pas, c'était la cinétique. Et là, effectivement, le jour où le truc est tombé, les DRH, les machins, tout le monde sautait en l'air en disant comment on va faire pour continuer de travailler, continuer d'essayer de produire. Donc l'enseignement, il est là. C'est que finalement, même en étant un peu procrastinateur, on arrive à mettre en œuvre des choses en 48 heures, des choses qui sont toutes impossibles, bien entendu. Hein. On est bien d'accord. Tout le monde me dit ça. J'ai réussi, nous avons réussi à faire en 1 semaine ce qui nous aurait pris 6 mois. Mais le premier patron informatique en France, en ce moment, c'est le Covid. Qui a déclenché mais bien sûr, qui a déclenché la transformation digitale des entreprises. En mettant tout le monde en télétravail, qu'est-ce qu'on fait ? On dématérialise le travail, d'accord ? Au lieu de travailler avec des papiers, etc., on travaille avec des écrans et des souris. Résultat des courses, le travail devient plus efficace. Au passage, on va faire avec cette crise-là des gains de productivité. Je sais pas ça, on verra. Non, on verra, mais... On verra.
dans le certains secteurs, oui, dans le dans d'autres, secteur non. qui a bien réagi et bien continué, là, il y a du muscle qui a été fabriqué. On verra. C'est ça que je veux dire. Évidemment, il y a des choses qui étaient beaucoup plus compliquées, et l'un dans l'autre, on verra. Là, sur le bilan, on verra. Mais pour le reste, il y a de la performance quelque part qui a été acquise, forcément. Oui. C'est pas possible autrement. Oui, tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Donc tout ce truc-là est arrivé très très vite, et du jour au lendemain, les uns et les autres, c'est-à-dire les DSI d'un côté et les COMEX de l'autre, en disant on peut pas, c'est trop cher, machin, on n'a pas le temps. Comme par hasard, en 48 heures, on arrive à le faire, quoi. Ouais. Donc c'est l'autre leçon. C'est on procrastine, Ouais. mais à partir du moment où ça y est, on est face au mur, on arrive à Mais l'escalader. ça, c'est la verticalité des forces de la nature. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on peut négocier, on négocie pour pas le faire. Et quand on peut plus négocier, ben on le fait, quoi. Donc on va et encore une fois, ben oui, mais Ça a quelque chose de faustien, de Don Juan, tu vois. et encore une fois, magnifique. on va avoir ça sur le climat. Le climat est gouverné par les lois de la physique et rien d'autre. Rien d'autre. Donc le jour où tout le monde aura compris que le patron, c'est les lois de la physique, je parle dans les boards, hein, dans les COMEX, tout le monde va se mettre au boulot, je pense, avec moins de problèmes que ce qu'on croit. Et pour l'instant, le sujet n'est pas encore arrivé. Jean-Marc Jancovici était à Oui, sa j'ai place au mois d'octobre. vu. Il dit, il n'y a pas... Alors, il parle de Macron. Peut-être même, peut-on effectivement réfléchir sur les chefs d'entreprise, en tout cas les principaux. Lui, il dit passer 5 heures. Il faudrait passer 5 heures à comprendre, alors il parle comme ça, hein, Jancovici, la physique sous-jacente au sujet. Oui, absolument, c'est les lois de la physique. Alors moi-même, je suis au Shift Project, hein, donc comme ça, au moins, les choses sont claires. Ah bah alors, Voilà, bon. Et, c'est une secte, c'est mais ça, voilà. vous faites de l'entrisme, vous y arrivez toujours par... Mais, et donc, j'ai visionné les formidables vidéos de Jancovici sur YouTube, dont une qui s'appelle alors, PIB ou CO2, faut choisir. Enfin, on n'est pas là pour... oui, Non, mais c'est- qui pour un entrepreneur est quand même super marquante. PIB ou CO2, faut choisir. Il y a quand même un truc, quoi. Et une fois qu'on a compris les fondamentaux de la physique, j'ai une formation d'ingénieur, hein, donc les fondamentaux de la physique, effectivement, là, il n'y a rien à faire. Les lois de la physique, on ne peut pas les Oui, discuter. mais alors à ce moment-là, tu ne peux pas demander à une entreprise de se mettre en décroissance pour sauver le climat. Non, c'est Voilà, parce tu que peux pas. Non, mais c'est pas comme ça. Donc que ça échappe à ce moment-là. Moi, je veux bien qu'on fasse porter sur les Mais entreprises c'est pas toutes les comme ça que- responsabilités. Non, Voilà, non, ça leur c'est pas échappe. comme ça que ça va se passer. Moi, ma vision de... Alors, on en change de sujet, hein, mais c'est pas grave. Ma vision de ce qui risque de se passer, c'est dans un premier temps, rien du tout. Rien. Ouais. Il va rien se passer. Et puis quand la forêt de Fontainebleau brûle, à ce moment-là... Presque. C'est ce qui va se passer. C'est à partir du moment où l'effort d'éducation, Jancovici en est sans doute un des pères fondateurs en France, pour lequel il faut le remercier. Vraiment. Il faut vraiment lui faire une statue à celui-là. Quand l'effort d'éducation et d'acculturation sur les lois de la physique aura pénétré les économistes, les politiques, les juristes, les sociologues, etc., ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, tout le monde comprendra que le patron, c'est les lois de la physique. Quand on en sera là, de mon point de vue, la révolution viendra par la consommation et pas par les entreprises. C'est le client consommateur qui dira « ce truc-là, j'en veux plus, ce truc-là, j'en veux », et les entreprises s'aligneront. Le modèle économique des Vincent, ça fait entreprises... 10 ans que j'entends ça. Le client consommateur, il procrastine encore plus que... voilà, le client consommateur, il y a 3-4 ans, il C'est pas s'est ce mis que à disent- acheter massivement des SUV. Je sais, point à la ligne, mais quoi. c'est pas ce que disent les jeunes. Qui se sentent... Bon. Non, c'est un sujet générationnel. Ouais, mais c'est un verra. sujet, on verra. Revenons sur Covid. Covid, ouais. On procrastine, ok. Après, est-ce que tu crois que dans la gestion de crise, la prochaine, j'en sais rien, mais la prochaine, pas comme le climat, c'est-à-dire la prochaine violente, sera Ouais. gérée différemment? Je pense qu'elle sera gérée différemment du côté entreprise, ça c'est sûr. Parce que là, le cliquet qu'on a mis dans le télétravail, on ne reviendra pas. Ouais. On ne reviendra pas. Ouais. Je la fais autrement. La prochaine crise majeure RATP qui nous met tout le métro par terre, ça va passer comme une lettre à la poste. Ouais, tu as ça, raison. c'est archi sûr. Tu as raison. On reviendra pas. On reviendra pas. Ça va descendre un petit peu, mais tous les outils sont là. On ne va pas démonter l'infrastructure télétravail France. Ça, c'est complètement faux. Donc ça, c'est sûr. Côté pouvoir public, je suis un petit peu moins convaincu, dans la mesure où d'abord, il y a de la contestation de fond contre l'actuelle équipe exécutive en place, pour des raisons que je n'ai pas commentées ici, Absolument. qui me paraissent pas très légitimes, mais peu importe. On arrive en campagne électorale. Donc n'importe quel argument, notamment les plus obscurs, vont être utilisés contre la mauvaise gestion de crise, alors qu'il y a beaucoup de choses quand même ultra correctes qui ont été faites. Et donc ça peut pousser vers un débat sur la gestion de crise pendant la présidentielle. Voilà. T'as raison. Et si on a un débat sur la présidentielle en termes de gestion de crise en disant Lubrizol, c'était pas génial, les casseurs, les gilets jaunes, on doit pouvoir faire un peu mieux, et Covid, on doit aussi peut-être un peu arranger des choses à la marge, ça serait peut-être pas plus mal que le sujet gestion de crise aboutisse sur la table de l'ensemble des sujets d'une présidentielle. Après tout, c'est un des sujets de société importants. Et tu mets, alors il nous reste 2 minutes, hein, mais tu mets Lubrizol au même niveau que... Non, c'est pas au même niveau. Au niveau de la Lubrizol, c'est Rouen, hein, c'est l'usine Oui, qui a absolument. Tramel. Ouais. C'est au niveau de la prise en charge de l'exécutif d'une situation hors cadre, oui.
Ouais, voilà, c'est un problème de méthode. Ouais, c'est ça. C'est un problème d'état d'esprit. Il y a un truc qui dépasse toutes les procédures. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a exactement le même sujet sur le Covid. Et là, il y a eu des contre-performances très importantes. On n'a pas le temps de le faire là. Mais dans les chaînes de décision, dans la manière dont les choses sont relatées, l'absence, à mon avis, de contrôle de la parole scientifique exacte, notamment sur les plateaux télé, où des choses tout et son contraire sont dites en permanence. Contrôler la parole scientifique sur les plateaux télé, je suis d'accord avec toi, cette séquence est dévastatrice. Mais enfin, c'est la liberté d'expression quand même. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir une communication sur fond scientifique des pouvoirs publics beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qui génère moins de débats. Dit autrement, beaucoup moins de maladresse dans le verbe, des porte-paroles, des ministres, mais là-dessus, etc. Vincent, alors il se trouve qu'on a enregistré une série d'émissions Smart Santé qui en parleront à peu près. L'épisode des masques a été dévastateur. Ou pas que celui-là. Non, mais celui-là. Celui sur l'avenir sur la vaccination, on n'est pas sorti de l'auberge sur la vaccination. Oui, mais sur la vaccination, tu n'as pas les autorités publiques qui vont mentir, il n'y a pas d'autre mot, sciemment à l'ensemble de la population. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé bien sûr, sur les masques quand on nous a dit qu'ils ne servaient à rien. Oui, bien sûr. C'est dévastateur. C'est dévastateur, et donc ça introduit un biais de confiance qui est terrible. Et chaque fois qu'on fait un pas en arrière, il faut faire 7 pas en avant pour l'éliminer. C'est à peu près ça. C'est des neurosciences. Là. On sait que d'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est pire que 7 fois la bonne nouvelle, à peu près. Donc c'est très compliqué de revenir en arrière. Et ça, c'est des vrais sujets qui pourraient émerger sur une campagne présidentielle, par exemple. Mais à voir. 30 secondes, la dernière fois que tu es venu ici, tu m'as dit les plans de la grande crue parisienne possible ne sont toujours pas à disposition des entreprises. Non, ça elles s'y préparent. Rien n'a changé depuis le mois de juillet dernier, donc c'est toujours classifié. Ça, c'est le SDGSN qui doit s'en occuper. Donc c'est Castex, c'est le Premier ministre, c'est lui qui gouverne ce truc-là. Et qui il faut appuyer sur un bouton. Dire venez les entreprises qui pourraient être concernées. Entre chefs d'entreprise, mandataires sociaux, vous avez le droit aux informations qui vous permettent de préparer aux grandes catastrophes naturelles. Et pas que les OIV. Pour l'instant, c'est le cas. OIV, c'est quoi OIV? Opérateurs d'importance vitale. Qui sont les seuls qui ont accès à cette information. Les seuls et l'État, bien sûr. Voilà. Vincent Balouet, on se retrouve à la rentrée, Vincent. Voilà, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous tous aussi. En ce qui me concerne, Aurélie Planex sera là demain. Après, on marque une petite pause et puis on se retrouve le 4 janvier, si tout va bien. Si tout va bien. Si on n'a pas une nouvelle grande crise sur les bras. Meilleurs vœux. Erwan Lenoir, donc avec nous, associé Altermind. Bonjour Erwan, qui réfléchit à tout ce qui se passe et qui, alors, pour le coup, a publié un point de vue dont le titre m'a enchanté. Voilà, c'est formidable, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une dimension littéraire dans tout ce qu'on fait. Parler du monde d'après empêche de penser l'avenir. Oui. Erwan, qu'est-ce qui nous plonge dans ce qui apparaît comme une forme d'oxymore, d'injonction contradictoire, mais tu le détailles avec beaucoup de précision. Merci. Mais je suis parti du constat que en mars, avril, au printemps, on a eu tout un discours sur le monde d'après, le monde allait changer, plus rien ne serait comme avant. Et puis si on regarde où on en est aujourd'hui, rien n'a radicalement changé. Il y a eu des amendements, il y a des choses qui varient, mais fondamentalement, les gens sont retournés à la consommation. Je crois que les commerçants sont ravis de réouvrir. Les gens sont ravis d'y retourner. Amazon réalise des résultats records. Donc, tout le processus de consommation Plus qu'Amazon, tu as peut-être vu ce qu'on a tous vu parmi les images du week-end. Alors oui, il y a les images d'affrontement place de la Bastille. Moi, ce qui m'a encore plus intéressé, c'est une queue, mais interminable, à l'ouverture d'un Primark. Il faut savoir ce que c'est, ou Primark, vous le prononcez comme vous voulez. On est vraiment dans le low cost, on est vraiment dans le Made in China, on est vraiment dans tout ce qu'on était censé dénoncer. L'ouverture d'un Primark à Marseille, la queue est interminable de ces gens qui veulent y retourner. Voilà. Mais oui, puis parce qu'au bout d'un moment, d'abord, dans la consommation, il y a une forme de plaisir dans la consommation. Quand on a les moyens de dépenser un peu d'argent, on est ravi de se faire plaisir. Et en plus, les drivers de notre vie quotidienne restent les mêmes. On choisit en fonction du prix. Il y a plein de choses qu'on aimerait consommer autrement, etc., si on le pouvait, mais on choisit en fonction du prix et du rapport qualité-prix. Donc, les rapports fondamentaux n'ayant pas changé, on continue comme avant. Et pourquoi est-ce que parler du monde d'après nous empêche de penser cet avenir? C'est parce qu'il y a plein d'illusions, en fait, dans ce monde d'après. Il y a l'idée que
on aurait pu, au bénéfice d'une crise, transformer le monde. D'un seul coup, tout arrêter et repartir. Une rupture soudaine où, au sortir du confinement, les gens auraient changé leur façon d'être, changé leur façon de penser, le système économique aurait profondément changé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La pandémie peut pas le changer. Les responsables politiques qui promettent la rupture régulièrement déçoivent parce que justement, ils ne peuvent pas faire de rupture. Il y a tout un discours autour de cette idée de rupture, justement, qui est fausse. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de monde d'après. Et on peut même tirer un tout petit peu ce fil-là sur le monde de l'entreprise. Et Altermind s'intéresse aux entreprises et à la transformation des entreprises. Oui. Tu l'écris, dans les organisations complexes, le changement ne s'ordonne pas de façon autoritaire et centralisée. Mais bien sûr. On le voit, ça, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui. Alors, il y a un peu une antenne qui consiste à expliquer qu'aujourd'hui, on est plus interdépendant qu'avant, etc., etc. Je pense que le changement était aussi compliqué au 19e siècle, mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé et qui font que les entreprises peuvent être des multinationales, il y a des cultures différentes, il y a des façons de travailler différentes. Le changement, il ne se décrète pas, ça n'existe pas. On le voit dans le monde politique, pour y revenir, mais dans l'entreprise, c'est également vrai. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des méthodes de consultants, il y a des académiques qui travaillent sur ces sujets. Comment est-ce qu'on réalise le changement ? Et le changement qui réussit, c'est quand il y a une vision, un projet, et qu'on emporte les gens dans une dynamique positive. Ça ne se décrète pas, ça ne marche pas. Alors, tu continues le paradoxe en disant... ça traduit un fantasme de stabilité. Oui, parce qu'il y a on voit bien que dans le discours sur le monde d'après ou la rupture, il y a l'idée qu'une fois qu'on aura franchi une étape, tout ira bien. Tout sera stable. Une fois qu'on serait sorti du confinement, et on aurait l'idée que, à partir de là, les gens consommeraient sainement et que tout le monde serait beau, gentil et que l'environnement serait préservé, qu'il n'y aurait plus de chômage. C'est pas vrai. Le monde de l'économie et nos vies quotidiennes, ça n'est pas ça. Et c'est pour ça que je mobilise Hayek et Schumpeter, c'est que l'économie, c'est un changement permanent. Et donc, il y a nécessairement en permanence de la déstabilisation. Il y a nécessairement en permanence des gens qui ne sont pas contents. Il y a nécessairement en permanence des victimes aussi de ces changements. Le monde d'après, il ne peut pas exister au sens où ça serait un monde harmonieux qu'on décréterait. Il y a en permanence ces perturbations qui font que l'économie de marché est formidable, mais qu'elle est aussi épuisante. Et il ne faut pas, en fait, rechercher cette stabilité. On peut. La stabilité, c'est la paix des cimetières. Alors. Exactement, on peut la rechercher, mais c'est au prix de graves illusions et de déconvenues, parce que ceux qui réussissent sont ceux qui ont compris qu'il fallait changer, qu'il fallait accompagner le changement, et je pense que c'est vrai dans l'entreprise comme dans le monde politique. Ceux qui rêvent de stabiliser une situation, mais ils sont condamnés à être dépassés assez rapidement, de plus en plus rapidement probablement. La voie du succès ne peut pas être bâtie sur des circonstances exceptionnelles. Oui, alors, en tout cas, le succès est temporaire, mais et ce sont les applications aujourd'hui vidéo qui peuvent marcher très vite, parce qu'il y a un mode de consommation qui y correspond, mais je pense que quand on veut réfléchir à une stratégie d'entreprise, à une stratégie même personnelle, politique, ce qu'on veut, il faut voir les facteurs un peu structurels de la société au sens large, de l'économie, et voir comment ils évoluent. Et à partir de là, construire là-dessus sur des bases, en ayant compris ces transformations profondes et ces éléments robustes dans lesquels on peut s'ancrer pour construire une stratégie. Si je bâtis une stratégie en me concentrant sur quelque chose qui va durer 2 mois, quelque chose qui varie rapidement, ma stratégie elle peut pas tenir. Et donc il faut savoir, c'est pas évident, mais il faut savoir la dessiner, il faut savoir identifier quels sont ces facteurs, et il faut savoir aussi parfois croire en son idée quand tout est en train de vaciller autour. Ouais. Et ça c'est la magie de l'entrepreneuriat. Ouais, enfin, tu sais à quoi je pensais en t'écoutant, c'est sans doute la période aussi, c'est au régime. C'est-à-dire si pendant un été, parce qu'il fait beau, parce que tu cours partout, tu te dis que tu arrives à maigrir et que c'est formidable sans rien changer de structurel, en fait, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Bon, et néanmoins, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que tu trouves des leçons, en fait, à ce qu'on vient de traverser ? Est-ce que... Alors, c'est une question que je pose à beaucoup de dirigeants, d'ailleurs. Alors, je ne t'avais pas prévenu, mais voilà, on va voir. Parce que eux, je les préviens avant de leur poser la question. Est-ce que tu as appris quelque chose, finalement, dans cette période ? Plein de choses. Je passe tout ce que j'ai appris à titre personnel sur gérer des enfants au quotidien. Mais j'en ai... Je pense que... Alors, tu sais que la réponse majoritaire des dirigeants, c'est quand même, finalement, un peu ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est de dire la capacité de mobilisation de l'esprit humain, finalement, et de l'être humain. Voilà.
Moi, j'ai été assez étonné en voyant autour de moi les entreprises que je connais. D'abord, une grande capacité de réaction, exactement. Une capacité à s'organiser différemment. Finalement, le télétravail s'est plus ou moins bien passé pour un très grand nombre de gens et d'entreprises. Il y a évidemment des cas particuliers, ça n'a pas été évident. Ça a été une autre façon de travailler. Mais je pense que ce qui est intéressant un peu plus structurellement, c'est un enseignement sur la société, sa capacité de résilience, sur sa capacité à se prendre en main plus qu'on ne le pensait. Ouais, Je trouvais ça assez... ça mérite d'être salué, parce que ce n'est pas généralement le discours qu'on tient sur la société française. Tout à fait. C'est des éléments de voir ce qui perdure en réalité, d'ailleurs la mondialisation, la transformation digitale, la transition environnementale qui sont accélérées. Et c'est aussi ce qui s'est révélé sans qu'on l'ait appris, c'est les défaillances profondes de l'État en France. Là, pour le coup, ça a été assez révélateur. Moi, pour reprendre un exemple personnel, je me souviens du jour où l'hôpital voisin à côté de chez moi a lancé un appel aux dons pour récupérer des masques, des gants, etc., parce qu'ils n'en avaient plus. C'était pour moi un symbole de la défaillance de l'État et qui, à mon avis, s'est profondément ancré dans les esprits. C'est-à-dire l'État a profondément échoué dans cette crise. Je ne dis pas le gouvernement, vraiment, la structure administrative, ce n'est pas une réflexion politique. Et il y a je pense que ça a accéléré aussi une crise de confiance qui était là, mais assez fortement, encore plus fortement peut-être que d'autres transitions. Dont le paradoxe, c'est qu'il est obèse, en fait, aujourd'hui, cet État. Voilà. Il est ultra... il ne délivre pas, pardon, mais j'ai rappelé des choses qui sont connues, mais on est l'un des États, ou sinon l'État de l'OCDE, qui dépense le plus, et pourtant, dans les services publics, effectivement, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masques, il n'y a pas le matériel dans les services publics, il y a quelque part, il y a un problème. Et tu peux même pousser et tirer sur ce fil en discutant avec l'ensemble des acheteurs des grandes entreprises de France qui ont vécu comme une blessure profonde, je le dis comme une blessure profonde, le fait qu'on leur interdise en fait d'aller acheter l'ensemble de ces besoins essentiels, de ces biens essentiels pour le compte de l'État. Parce que eux, en fait, ils auraient rêvé de le faire. Ils avaient les contacts en Chine, ils avaient tout ce qu'il fallait, ils avaient les plateformes pour finalement faire œuvre de service public. Mais d'ailleurs, c'est eux qui... Et en réquisitionnant, en fait, on leur a interdit de le faire. Oui, bien sûr. Oui. Et je t'assure qu'ils l'ont vécu comme une blessure profonde. Voilà. Dernier point quand même sur la mondialisation, parce que là, là, pour le coup, les réflexions dans les entreprises sont peut-être un tout petit peu différentes sur les dépendances logistiques, sur les différentes zones géographiques, sur ce qu'on peut contrôler, pas contrôler. Là, je crois qu'il y a peut-être quelque chose de différent. Oui, il y a quelque chose de différent. Je mets à part le discours sur la souveraineté nationale, qui est un peu de gesticulation politique, honnêtement. Ensuite, il y a effectivement une réflexion sur les chaînes logistiques quand elles sont internationalisées. Il y a un économiste qui fait une distinction, je trouve intéressante, c'est la différence entre la résilience de la chaîne logistique et sa robustesse. La résilience, c'est la capacité, quand il y a une crise, à revenir rapidement au mode de production habituel. Et donc ça, la résilience peut militer pour avoir un site de production assez concentré. Par contre, la robustesse, elle, peut plaider pour une diffusion des différents sites de production, parce que si tout est concentré et que cet endroit est affecté, la crise, elle est forte. Ouais. Les pays qui ont le mieux résisté pendant la crise, d'un point de vue économique, sont les pays exportateurs. Et les secteurs qui ont été les plus impactés sont les secteurs qui ne délocalisent pas, le tourisme, les services, etc. Donc il y a effectivement une réflexion à engager, mais qui est pas si simple, qui ne peut pas se résumer au discours qu'on entend un peu trop souvent, relocaliser. C'est pas vrai. Surtout, le sujet, c'est pas de relocaliser, à mon sens, c'est d'avoir en France les industries et les innovations de demain. Et ça passe par des réformes autrement plus complexes et lourdes que de la gesticulation et rapatrier des sites de production en France. Parler du monde d'après nous empêche de penser l'avenir. C'est de ça dont il faudrait parler finalement. Hein. C'est ça que tu veux dire, Erwan, exactement. Et non pas un bavardage qui traduit un fantasme de stabilité. Erwan Lenohan, donc associé Altermind, était avec nous sur Bismart.